genre, puisque c'est des questions qui apparaissent aujourd'hui très débattues et qui interviennent même dans nos programmes scolaires. Donc en fait, cette théorie du genre, on peut penser que Simone de Beauvoir en a été une des fondatrices, avec la citation restée célèbre, hein, « On ne naît pas femme, on le devient ». Elle affirmait ça dès les années 60. Finalement, dans cette phrase, elle sous-entendait que la différence homme-femme vient davantage de nos traditions, de notre éducation, que de nos différences biologiques. Donc, on va étudier ce que cette théorie du genre peut nous apporter, à nous les femmes, et ce qu'elle peut aussi mettre en péril. Et donc, on verra les choses en 3 points. Donc, d'abord, pourquoi la théorie du genre? Dans un second temps, est-ce que les études de genre nous libèrent? Et puis, dans un dernier temps, les risques que peuvent comporter ces théories de genre. Alors, tout d'abord, d'où vient la théorie du genre? Alors, pour faire très bref, depuis la nuit des temps, on a l'homme qui passe ses journées dehors pour ramener de quoi nourrir sa tribu, et puis la femme qui, comme elle est moins forte, couve ses bébés, les élève, entretient la caverne, et puis fait la cuisine. Donc, le mammouth ramené et cuisiné par madame. Donc, dans notre temps actuel, cela donne des femmes à qui on transmet davantage de rudiments, de cuisine, de ménage, et des hommes qui sont plus tournés vers leur réussite professionnelle et moins adeptes, aujourd'hui encore, des tâches ménagères et éducatives. Alors, pour illustrer tout ça, voilà, là c'est vrai que c'est un peu révoltant, on peut se dire, mais ces rôles finalement viennent de notre éducation, de nos traditions. Finalement, on nous colle des étiquettes et c'est absolument injuste avec cette petite fille, évidemment vêtue en princesse, avec des poupées, il y a du rose partout, et ce jeune garçon, à lui, donc tous les jeux vidéo, vous pouvez remarquer, le bleu, les affaires de sport. Les garçons, donc toujours, hein, là on voit c'est des extraits d'un catalogue de jouets, donc la fameuse épée Star Wars, donc la guerre bien sûr, le papa qui explique à son enfant comment fonctionnent tous les écrans, le Tour de France est une affaire d'hommes et la guerre est une affaire d'hommes. Aux filles, par contre, pareil, catalogue de jouets, les travaux ménagers, le pouponnage, les activités calmes, manuelles. Et donc vous voyez cette petite fille à qui, dès que les 3 ans à peu près, hein, on inculque les bases pour pouvoir entretenir son futur foyer. Et puis cette dame Playmobil qui nous fait songer à finalement Madame Cro-Magnon, hein, simplement elle a une préparation toute faite magie. C'est peut-être ça qui différencie femmes modernes et préhistoriques. Alors là on a une poupée Pet Shop, donc elle nous vend des glaces, alors vous voyez qu'elle est un petit peu sexy hein, dans son accoutrement. Et puis, on a toute une série de femmes Playmobil du XVIIe, XVIIIe siècle. Et là, finalement, on leur demande une chose, c'est « sois belle et tais-toi ». Donc il est vrai que dans certains cas, tous ces clichés entravent notre liberté. Un garçon ne doit pas pleurer, une fille ne joue pas au foot, et donc elle doit être belle et se taire. Donc dans l'idée de la gender theory, il y avait une démarche de libérer les femmes hein, et de leur permettre d'être plus libres. C'est vrai que dans les années 60, peu de femmes travaillaient et qu'elles n'avaient encore pas l'autorisation de leur mari, du moins avant 1965, pour ouvrir un compte en banque. Donc, voilà, il y a 60 ans, hein, pour les hommes en France, métro, boulot, dodo, et pour les femmes, pas de choix, plumeau, marmot, fourneau. Alors vous avez là un extrait d'un manuel pour éduquer la future femme au foyer. Et donc vous notez qu'elle est responsable de l'hygiène, l'enseignement ménager, la puériculture, le jardin et la basse-cour. Hein. À l'époque, les poulets n'étaient pas élevés comme ils le sont aujourd'hui. Et la politesse et l'éducation. Donc là, on est tout à fait dans une approche sexiste. Alors, c'est dans les années 1970 que l'américaine Judith Butler, hein, qui est une philosophe féministe, a invité à remettre complètement en question l'identité sexuelle qui a été, d'après elle, imposée par les traditions et par l'éducation.
Alors aujourd'hui, les idées de Judith Butler sont relayées en France par, entre autres, un monsieur qui s'appelle Éric Fassin, qui est sociologue et qui a une place éminente à l'École des hautes études en sciences sociales. Ce monsieur est également professeur des universités à Paris 8. Et il est très influent au sein des élites qui nous gouvernent et qui décident des programmes scolaires. Alors, deuxième question que nous pouvons nous poser, en quoi les théories du genre nous libèrent? Pourquoi c'est intéressant de se dégager de tous ces clichés sexistes? Alors c'est intéressant parce que ça nous propose la liberté de faire davantage d'études, la possibilité de travailler, la possibilité de choisir des hobbies, même si c'est de la boxe ou du foot, la possibilité aussi d'avoir ou non des enfants, de choisir quand. Le choix d'être au foyer ou non, si le travail rémunère suffisamment la garde des enfants. Et elle nous invite à réfléchir sur ce qui nous convient ou pas dans notre éducation, dans les normes reçues. Alors on n'est pas obligé de s'habiller en robe, on n'est pas obligé de porter du rose, on n'est pas obligé de porter des bijoux, on n'est pas obligé de s'épiler, même si après c'est un choix personnel. Donc elle nous permet, si cela ne nous plaît pas, de refuser toutes ces habitudes et ces traditions. Alors du coup, les femmes ont vu leur place progresser. Alors on voit ici une femme chercheuse au CNRS, qui accède donc à une situation scientifique intéressante. Et puis là, on a une photo de Mélanie Griffiths dans le film Working Girl, qui incarne la femme libérée, chef d'entreprise, ayant pleinement réussi sa vie professionnelle. Autre chose importante, nos femmes ont acquis une voix en politique. Sur le tableau de Jeanne de la Croix, La liberté guidant le peuple, qui célèbre la Révolution de 1830, on voit une Marianne, mais Marianne, c'est le symbole de la République, c'est le symbole de la France. En attendant, les femmes n'ont absolument aucun droit de vote. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Depuis 1944, les femmes peuvent désormais s'engager en politique. Ce sont des citoyennes. Donc là, ce sont des photos de femmes qui viennent d'être nommées ministres ou élues députées l'an passé. Alors, un autre choix est devenu possible aux femmes, c'est de travailler au foyer, parce que quand on est à la maison, on ne fait pas rien, ou à l'extérieur, c'est-à-dire d'avoir un métier. Alors au foyer, on peut vivre un véritable enfer, comme en témoigne cette femme. Comme vous le voyez, elle est enceinte et elle ne contrôle plus ses enfants, qui sont l'un le nez dans le frigidaire, l'autre dans les placards, l'autre dans le micro-ondes, tandis que deux autres se barbouillent de Nutella. Et donc, visiblement, elle subit sa situation. Mais au foyer, on peut aussi vivre un certain paradis. Alors, on voit là une photo d'un site internet qui s'appelle femmeaufoyer.net et qui invite les femmes qui le vivent bien à communiquer entre elles. On voit un bébé qui est heureux que sa maman le voit grandir, et puis une Madame Playmobil, toute heureuse, dans sa cuisine, au fourneau, avec ses enfants. Alors, c'est intéressant, cette théorie du genre. En même temps, il faut voir que peut-être que certaines femmes sont heureuses d'être à la maison, si elles peuvent se le permettre, de s'occuper de leur progéniture, pareil, si elles peuvent se le permettre. En fait, l'idéal pour des femmes qui travaillent, ce serait ça. C'est-à-dire un homme à la maison qui le remplace dans toutes les tâches ménagères. Mais malheureusement, c'est rarement comme ça que ça se passe. Donc le travail des femmes est énormément vanté, mais finalement, il oblige celles qui sont concernées à mener de front énormément de choses, ce qui peut être relativement difficile. Alors on voit ici le patron, bien assis, qui explique que finalement, madame en fait beaucoup moins que lui, et l'employé qui gère tant bien que mal à la fois l'éducation de son enfant, le ménage de la maison et la tambouille pour la marmaille. Pareil, quand il s'agit de promotion, les femmes sont toujours très tiraillées entre le choix de la famille et celui de l'évolution professionnelle, question qui se pose quand même nettement moins pour les hommes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les tâches ménagères continuent à incomber essentiellement aux femmes.
Et aussi, ne pas oublier des galères pour beaucoup. On compte en France près de 2 millions de familles monoparentales. 85% sont des mamans avec des enfants. Elles se retrouvent dans la précarité financière pour se loger, pour se nourrir. Les modes de garde sont complexes, ce qui oblige certaines d'entre elles à travailler de nuit. Plus de la moitié, toujours en lien avec ce problème des modes de garde, travaillent à temps partiel, donc ont des petits salaires. Et donc, elles doivent tout assumer, à la fois les revenus, l'autorité, l'éducation, d'où une immense fatigue et de la lassitude. Les autres difficultés qui peuvent apparaître aux femmes qui ne sont pas mères, c'est le choix aussi ou pas du célibat, le fait de ne pas avoir rencontré la bonne personne. Alors, il peut y avoir plein d'autres fécondités dans une vie célibataire, de service aux autres, d'amitié, de talent. C'est pas toujours facile au regard des gens qui sont en couple. Il peut y avoir aussi les douleurs de la fécondité, difficile ou impossible. Et puis encore le choix d'une homosexualité qui est assumée ou qui ne l'est pas, concrétisée ou pas. Et donc, quand on est attiré par une ou des femmes comme soi, eh bien, on peut être victime d'homophobie. Donc en fait, l'identité commune des femmes aujourd'hui, c'est ça. Donc là, je me suis un petit peu ratée sur le N. Nous sommes des superwomen, c'est-à-dire que sans être sous le feu des projecteurs, et bien finalement, dans la discrétion des bénévoles, des travailleuses, auprès de leur famille, auprès des enfants, qui ont le souci des amis, qui ont le souci de la famille, de la protection de leurs proches, et beaucoup de dons d'elles-mêmes. Donc finalement, la libération de la femme, elle est intervenue avant qu'on remette en cause son identité féminine. Les théories du genre sont arrivées en France il y a une quinzaine d'années, et finalement, la place de la femme, elle évolue depuis à peu près 60 ans. Et cette femme moderne, que Michel Sardou, par exemple, a chantée, n'en reste pas moins une femme. La gender theory n'y est pas pour grand-chose. Alors maintenant, on va essayer de comprendre très précisément ce que veut la gender theory. Donc selon cette théorie, l'homme et la femme sont équivalents. À part les différences venant de notre éducation, finalement, c'est la même chose. Et surtout, nous devons choisir et non subir notre identité sexuelle. Donc, selon cette théorie, il y a une norme hétérosexuelle qui aurait trop longtemps dominé la société, tout simplement pour des raisons biologiques, puisque les hétérosexuels se reproduisent. Et il est aujourd'hui question de casser cette norme hétérosexuelle dominante. Alors, là, on peut relire un petit peu ça en rapport avec l'histoire. Il y a toujours eu des rapports dominants-dominés, et dans l'histoire, on a déjà vu le petit peuple révolutionnaire parisien se révolter contre le monarque absolu. On a aussi vu les pauvres se révolter contre les bourgeois dominants. Alors pourquoi les individus ne pourraient-ils pas se révolter contre une norme hétérosexuelle trop courante, trop répandue? Voilà. Donc finalement, on pourrait trouver une autre norme, ou plus précisément l'absence de norme. Donc il n'y a plus besoin de parité dans ce schéma qui est indifférencié. Un homme plus un homme, c'est pareil qu'une femme plus un homme, ou encore qu'une femme plus une femme. Et donc, on arrive à une situation où le sexe et le genre doivent être dissociés. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, dans la colonne de gauche, vous voyez le sexe qu'on a à la naissance, et dans la colonne de droite, l'orientation que nous choisissons. Donc en fait, par exemple, si je suis une femme, 5 possibilités s'offrent à moi. Je peux me sentir femme, attirée par les hommes. Je peux me sentir femme, attirée par les femmes. Je peux me sentir homme, attiré par les femmes, et je peux me sentir homme, attiré par les hommes, ou je peux encore être bisexuel. Donc ça peut donner des apparentements parfois un petit peu surprenants, donc avec des couples comme par exemple Conan le Barbare et Claudia Schiffer qui auraient tous les deux choisi le genre féminin homosexuel et qui pourraient finalement former un couple hétérosexuel aux yeux de la société, mais en fait pas forcément dans leur tête. Compliqué. Donc, je sais plus, j'en suis dans les diapositives.
Voilà, alors ça peut avoir des conséquences très amusantes, hein, et on voit donc cette petite image rigolote avec « mais finalement chérie, que nous arrive-t-il » et ce travestissement dans le couple. Et puis ça peut avoir des conséquences qui les orientent un peu, avec cette sorte de mi-homme, mi-femme, on ne sait pas très bien, et qui semble, avec ses yeux au ciel, un peu perdu. Donc, finalement, on peut aimer les homosexuels, on peut comprendre qu'une partie d'entre eux souhaite avoir des enfants, mais cette théorie du genre, elle oublie quand même un élément. On peut rejeter les traditions, on peut rejeter l'éducation, on peut rejeter les normes religieuses, mais on ne peut pas rejeter totalement la nature. C'est-à-dire que nous restons de toute façon des êtres de culture. On peut discuter des méfaits de la culture et des traditions, mais aussi de nature. Et alors là, la nature, on peut discuter avec elle, mais elle aura le dernier mot, d'ailleurs, quand on trépassera, c'est la nature. Donc finalement, les études de genre prétendent libérer les femmes de carcans. Visiblement, pourtant, on n'a pas eu besoin des études de genre pour trouver notre place dans la société. Et elles prétendent aussi nous aider, et il semble pourtant qu'elles risquent de rendre les choses confuses. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors à terme, quelles sont les conséquences des théories du genre? Alors on va l'étudier en deux points. D'abord par rapport aux jeunes, aux enfants, et puis aussi par rapport aux femmes. Alors, pour commencer, on va parler des enfants. Donc, il se pose beaucoup de questions, nos jeunes. Il y a l'emploi, dans un contexte difficile, l'orientation, les relations aux parents, et ce, dans un monde qui bouge beaucoup, avec des esprits qui sont sollicités par les écrans, les téléphones, et donc déjà une identité qui est difficile à trouver. Il se trouve que depuis quelques années, je pourrais vous donner des précisions après dans les questions, les études de genre sont introduites dans l'enseignement, et elles peuvent engendrer un certain nombre de doutes. Elles peuvent en rajouter alors que les jeunes sont déjà dans le doute. Donc les questions qui se posent aux jeunes, qui suis-je? On va voir que c'est parfois difficile de s'y retrouver avec ces théories. Qu'est-ce que j'aime? Quelle orientation choisir? Où vais-je? Je ne sais pas forcément trop. Et d'où viens-je? On n'est pas sûr de pouvoir toujours répondre à cette question. Alors, première chose, donc, concernant les enfants, les adolescents. Donc très souvent, à l'adolescence, Isabelle en a parlé, le corps est accaparé par les hormones qui sont quand même très très présents, actifs, mais dans leur tête, beaucoup d'adolescents se savent attirés soit par le même sexe ou soit par l'opposé. Donc ils discernent une orientation sexuelle. Ce n'est pas encore totalement clair, mais ils sont en cours de discernement. Ce qui se passe, c'est que quand on suit un petit peu les programmes scolaires et si on veut développer, et l'éducation nationale propose des sites dans une démarche qui est intéressante, puisque cette démarche, il y a aussi une démarche de lutte contre l'homophobie, une démarche d'aider les jeunes qui se sentiraient homosexuels, mais le problème, c'est qu'on pousse tous les enfants, y compris ceux qui finalement se sentent au clair dans leur orientation sexuelle, à se poser des questions qui ne se seraient peut-être pas posées. Alors là, c'est la fameuse ligne Azur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, c'est l'éducation nationale qui a ouvert un site pour guider un peu les enfants dans leur orientation sexuelle, en particulier s'ils n'arrivent pas à communiquer avec leurs parents. Et donc voilà des questions qui sont posées aux jeunes. Homme, femme, trans, où suis-je? Homo, bi, hétéro, où suis-je? Masculin, féminin, où suis-je? Alors là, c'est vrai, on peut se dire que le jeune qui se sentait à peu près au clair dans son orientation sexuelle risque d'être drôlement bousculé par ces suggestions. Alors on pourrait imaginer l'existence d'aides particulières pour ceux qui sont perdus, mais tous ne le sont pas. C'est pourquoi la gender theory, je pense qu'elle peut perdre certains jeunes, elle peut leur donner envie aussi de se dire finalement c'est vrai, je vais peut-être essayer autre chose, et le risque est de se perdre soi, et puis aussi d'instrumentaliser l'autre. J'essaye pour voir si jamais je ne suis pas bi ou je ne suis pas homo, etc. Autre question qui peut se poser aux jeunes, la question du... Alors, je n'ai pas fini. Donc, qu'est-ce que j'aime? Donc, avec tous ces doutes, je ne sais plus où j'en suis, je suis perdue. Donc, les conséquences sur les beaucoup plus jeunes enfants. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'existence de crèches suédoises dans lesquelles
on éduque les enfants de manière parfaitement neutre. Et donc là, vous en avez un beau symbole avec ces poupées Egalia, qui sont asexuées. Vous ne verrez pas l'ombre d'un sein, l'ombre de rien. En fait, elles peuvent être indifféremment garçon ou fille. Et l'idée étant de pouvoir laisser le choix à l'enfant de plus tard se prononcer, enfin se sentir homme ou femme. Et donc on arrive à des situations parfois très particulières où les enfants sont carrément privés de la connaissance de leur sexe. Donc au Royaume-Uni, il y a un jeune ou une jeune, on ne sait pas, Sacha, qui est élevé de cette manière-là, une jeune pop ou un jeune pop en Suède. Et donc ces enfants ne savent pas s'ils sont filles ou garçons. Donc un jour, ils sont en robe rose, le lendemain en jogging noir avec un sweat Spider-Man. Et les parents prétendent ainsi qu'en l'absence de référence sexuée, ils seront libres. Mais en fait, il y a un vrai problème, parce que pour avoir le choix, il faut déjà savoir ce qu'est l'altérité sexuelle. Et là, leur puberté et leur confrontation à la réalité biologique risquent d'être très difficiles. Alors ce modèle vient d'arriver en France. Récemment, la ministre de la Famille, Mme Bertinotti, et puis la ministre des Droits de la Femme, Mme Vallaud-Belkacem, ont visité une crèche ouverte à Saint-Ouen sur ce modèle. Et moi, je trouve un peu particulier qu'une ministre des Droits de la Femme approuve le fait qu'on refuse l'identité de la femme. Qui nous dit que ces fillettes, si elles en avaient la possibilité, n'iraient peut-être pas jouer aux petites voitures, et personne ne les en empêcherait. Si on refuse tout genre, eh bien on refuse d'emblée la différence homme-femme. Alors maintenant, une autre question se pose, c'est la question de la gender theory à l'épreuve de l'homoparentalité. Donc c'est vrai qu'avec la question de l'ouverture du mariage au couple homosexuel, il va peut-être y avoir des changements dans la filiation. Alors là, il faut bien distinguer dans mon propos deux choses. Le fait qu'il y ait une union de couple homosexuel n'est pas en soi un problème. Ce qui pose problème, c'est la question de la filiation. Donc, soit l'enfant il va être adopté par un couple homosexuel, on sait que c'est compliqué, donc il risque plutôt d'être celui d'un des deux parents et d'un donneur ou d'une porteuse. Alors on peut parfaitement comprendre le désir de transmission et le désir d'éducation des couples homosexuels. Mais néanmoins, je pense qu'il faut mettre dans la balance le mystère des origines qui hantera l'enfant toute sa vie. Et là, ça doit vraiment être des questions à se poser. Alors voilà, là, pour le moment, ces jeunes enfants ne se les posent peut-être pas encore. Si on légalise la possibilité de filiation avec PMA, don de sperme, ou GPA, plus tard cette question viendra. Et on voit ce petit garçon qui, sans doute, se posera cette question 15 ans plus tard. Qui m'a couvé? Avec quel ovule? La graine de quel papa? Ou encore cet autre petit garçon qui a deux mamans. Mais de quelle graine je viens? Et c'est comment un homme? Voilà. Donc, cet enfant qui est tant voulu, qui est aimé, il sera amené à s'interroger. C'est vrai qu'à l'heure où on se pose la question de la traçabilité de la viande, on ne peut pas la refuser aux enfants. L'autre souci, c'est que l'enfant, il ne sera pas confronté à l'altérité sexuelle. Par exemple, la jeune fille qui a ses règles et qui a deux papas. C'est compliqué quand même. Alors c'est vrai, il y aura des amis, etc., de la famille avec qui en parler, ou la grand-mère. C'est pas pareil que la maman. Le jeune homme qui connaît la puberté, ses premières érections et qui a deux mamans. Donc finalement, à nier cette différence homme-femme, si on institutionnalise, qu'on facilite l'homoparentalité, on peut jouer aux apprentis sorciers pour satisfaire des désirs d'adultes. Et là, je crois qu'il y aura des choses à bien réfléchir. Et surtout maintenant, je vais aborder le dernier aspect, c'est-à-dire que là on s'est positionné au niveau des jeunes, maintenant au niveau des femmes, quelles conséquences pour nous en tant que femmes? Eh bien, il y a un vrai risque, c'est le risque de la marchandisation de la femme. Si l'homoparentalité est facilitée, avec donc une demi-procréation, eh bien, on pourrait être éventuellement donneuse d'ovocytes, bailleuse d'utérus. Alors moi, je veux bien croire qu'il y a des femmes extrêmement généreuses, mais être prête à pas boire, à ressembler à une baleine, à avoir mal au cœur, à avoir des vergetures, des varices, et à avoir mal en accouchant,
par bénévolat, je pense que c'est un peu naïf. Donc je pense plutôt que le risque c'est celui-ci. Donc là je suis allée voir sur un site ukrainien, donc mèreporteuse.net. Donc vous voyez en ce moment il y a des soldes. Donc voilà, donc vous avez le package à 9 900 € au lieu de 12 000. Et c'est remboursé si ça ne marche pas. Voilà, donc c'est une question qui va se poser dans, pas forcément l'immédiat, mais en tout cas dans les années qui viennent. C'est une question que nous devons avoir à l'esprit. Alors finalement, la gender theory, les études de genre, c'est intéressant. C'est intéressant quand on a 30 ans, quand on a 40 ans, qu'on a en partie construit sa vie et qu'on veut se poser des questions sur ce qui nous vient de notre culture, qui a été acquis, et puis ce qui est inné. Mais il y a des risques avec les gender theories, en particulier si on les inculque à des jeunes qui sont en pleine construction. Le risque numéro 1, c'est de nier, de diluer, de gommer notre identité de femme. Et pourtant, elle est belle, cette identité. Le risque numéro 2, c'est carrément d'aller jusqu'à nous asservir, nous exploiter, car on a le pouvoir de donner la vie. Donc, femmes, méfions-nous de ceux qui, au nom de la parité, veulent rayer notre identité. Ce n'est pas ainsi qu'on nous libérera des difficultés de la vie quotidienne. Nous sommes différentes, certaines sont homosexuelles, la plupart hétérosexuelles, il y a tout milieu, toute culture, mais nous devons défendre notre droit d'être respectées en tant que femmes. Et je crois que les débats menés aujourd'hui le sont beaucoup par des intellectuels aussi, qui sont très déconnectés des courses ménages, changement de couche, etc. Et nous, on est en plein dans ces réalités. Donc finalement, gardons notre identité, par-delà toutes nos diversités, soyons fiers d'être des femmes. La République doit nous respecter et nous aider, comme nous l'aidons et la respectons. Et là, donc, il y a tout simplement une affiche pour la journée de la femme, hein, du 8 mars. Alors, pour avoir besoin de faire la journée de la femme, d'ailleurs c'est bizarre, hein, ça devrait être tous les jours la journée de la femme. Et puis vous avez aussi une photo d'une femme qui m'a marquée récemment. C'est Latifa Ibn Ziaten, c'est la mère du premier soldat qui a été tué par Mohamed Merah. Et cette femme, elle a réagi d'une façon extraordinaire parce qu'elle a fait le choix d'œuvrer en faveur de l'éducation contre la radicalisation des jeunes, en particulier dans les quartiers difficiles. Elle pourrait être révoltée, elle pourrait s'en prendre à l'État. Eh bien, elle est là pour responsabiliser des mamans et elle a vraiment une attitude remarquable. Donc soyons fiers d'être